Mais sans plus attendre, je vais tout de suite donner la parole à Bernadette pour qu'elle nous parle de la production d'énergie renouvelable en mer à l'épreuve de la catégorisation juridique. Merci beaucoup, Chiara. À moi aussi de te remercier, évidemment. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à participer à cette conférence d'aujourd'hui et à ce projet donc MCC qui me donne opportunément la possibilité d'y inscrire mes travaux, hein, comme tu le sais, puisque moi je travaille beaucoup donc sur l'énergie renouvelable, pas seulement dans le champ du droit de la mer, hein, mais dans tous les champs du droit et dans tous les milieux également. Ma thématique d'aujourd'hui est assez abstraite, hein, généraliste, comme vous allez le voir. On est ni sur le droit international, on est sur le droit interne aussi. Enfin voilà, il y aura un mélange un peu de tout. Je voulais juste au passage préciser que l'analyse que je vais présenter, que je vais proposer, participe de mes travaux fondamentalement, donc sur les énergies renouvelables, sur le droit des énergies renouvelables, puisque là je travaille sur la nouvelle édition et qui est une nouvelle version en fait de mon traité de droit des énergies renouvelables. Et dans ce traité, notamment, hein, et dans beaucoup de mes travaux, j'essaie de montrer que, au-delà d'être un objet pour le droit, hein, l'énergie renouvelable est devenue un objet à part entière évidemment pour le droit, les énergies renouvelables peuvent aussi figurer dans le droit, dans le champ du droit, en tant que catégorie, une catégorie juridique dont il convient donc de cerner, de préciser les contours. Et donc, c'est ce prétexte que j'ai trouvé aussi aujourd'hui de le faire, et à propos donc d'une filière en particulier, de plusieurs filières en réalité, hein, mais donc d'un segment des énergies renouvelables, celles qui sont exploitées ou produites en mer. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu le choix de ce sujet. Alors, je voudrais aussi insister sur l'importance de la catégorisation, de la catégorie en droit de façon générale et de la démarche qui lui est associée, qui est donc la catégorisation, car il y a sûrement parmi nous beaucoup de juristes. Le travail juridique, la pensée juridique s'organise autour de ce travail de classification en regroupant des situations, des objets ou des activités sous des notions qui se veulent génériques. Le droit opère un travail d'abstraction qui permet à la fois de simplifier la réalité sociale et de lui appliquer des régimes juridiques cohérents. C'est ainsi que le droit regorge, comme vous le savez, de catégories, parmi les plus connues, les biens meubles, les biens immeubles, le contrat synallagmatique, la personne morale, et j'en passe. Alors, la catégorie juridique est donc très présente ici. Elle ne se limite toutefois pas à une opération purement descriptive. Elle remplit aussi une fonction normative. L'opération de catégorisation apparaît dès lors comme un moment décisif de la construction du droit, et j'ai choisi cette citation du professeur Bluman qui le montre bien, combien donc la catégorie permet donc de structurer un système juridique, de construire un ensemble rationnel, logique, etc. Et donc c'est une des fonctions, une des grandes missions du droit. Alors, l'essor des énergies renouvelables va peut-être un petit peu compliquer les choses ici, puisque cela conduit à introduire dans l'ordre juridique des objets techniques et économiques dont la catégorisation n'est pas forcément évidente. Alors, on va voir ça avec notamment la vignette suivante. La notion d'énergie renouvelable en elle-même est relativement récente en réalité. Elle trouve son origine bien sûr dans les sciences dures, hein, dans les sciences physiques. Elle repose, comme on le sait, sur l'aptitude physique de certaines sources d'énergie à se renouveler indéfiniment. Mais cette notion n'est pour autant pas extérieure au droit. En effet, le droit a consacré l'énergie renouvelable en tant que catégorie, en tant que telle, puisqu'il a forgé pour elle une définition juridique, et une définition, donc comme on le voit dans cette vignette, qui est fondée tout à la fois sur le critère de la renouvelabilité de la source d'énergie, et d'autre part sur une liste, hein, sur la détermination d'une liste des sources d'énergie qui correspondent à ces sources dites renouvelables. Donc la définition, on la trouve notamment donc dans les directives de l'Union européenne, hein, qui sont les
premier grand texte juridique à édifier ainsi une définition des ENR. On retrouve ça aussi, bien sûr, dans la transposition nationale. Et en France, il s'agit du Code de l'énergie, l'article L211-2. Je reviendrai un petit peu plus loin encore sur cette liste, notamment de sources d'énergie. Alors, nous avons donc une définition, mais cela n'est pas tout, puisque au-delà d'une définition pour l'ENR, eh bien, le droit a également consacré pour cette catégorie juridique des règles communes. Et c'est ce dont je parle, ce que j'essaie de démontrer notamment dans mon ouvrage, et c'est ce dont va attester aussi à sa façon l'étude que je vous propose aujourd'hui. Alors, j'ai une seconde citation pour illustrer mon propos, pour montrer donc comment la catégorie ou la catégorisation s'accompagne nécessairement de ces régimes juridiques communs qui sont valables donc pour l'ensemble du groupe ainsi constitué. Et donc, ma courte conclusion à ce stade consiste à dire que on est forcé d'admettre que le droit, d'une part en identifiant les ENR ou l'ENR, au sens abstrait du terme, puis en appliquant à cette catégorie des règles communes, le droit joue un rôle clé dans le développement des ENR dans la société. Donc, rôle majeur ici de la règle juridique. Alors, quoi qu'il en soit de la catégorisation, on peut retrouver des difficultés qui vont apparaître à un stade ultérieur de cette catégorisation, c'est-à-dire dans le cadre de la catégorie même que l'on a édifiée, c'est-à-dire que dans cette catégorie, il peut être nécessaire, là aussi, d'opérer des classements, de ranger les éléments, les entités qui participent de cette catégorie. Et il se trouve que ces difficultés, eh bien, il m'apparaît qu'on la rencontre précisément, notamment, particulièrement à propos de l'énergie renouvelable lorsqu'elle est produite en mer. Alors, à cela, probablement deux raisons que j'énonce très rapidement. D'une part, l'énergie renouvelable en mer regroupe différentes filières, une multitude de filières, pour citer les plus connues, bien sûr, l'énergie éolienne en mer, l'énergie également marémotrice ou l'eau motrice, l'énergie thermique des mers, l'énergie des gradients de salinité en mer, etc. Voilà pour une liste rapide. D'autre part, l'espace maritime couvre des milieux qui sont particuliers, qui sont singuliers et qui relèvent de régimes juridiques spécifiques, articulés, comme on le sait, alors autour de la domanialité publique en droit interne et autour de différents types d'usages de la mer prévus notamment par le droit international, autour également de l'enjeu de la protection des écosystèmes, évidemment, on ne l'oublie pas. Alors, partant, il m'apparaît que la production d'énergie renouvelable en mer a donc de fortes chances de s'exposer aux tensions inhérentes à la logique de la catégorisation juridique. Et cette étude a précisément pour objet d'essayer de mettre en lumière les difficultés, donc peut-être pour le droit, de restituer ce phénomène de façon la plus exacte possible. Et donc, ici, c'est logique, me semble-t-il, d'une part, d'affirmer une catégorie notionnelle, et d'autre part, ensuite, de construire pour une catégorie en germe un régime juridique qui serait donc catégoriel. Voilà donc les deux parties sur lesquelles va s'ordonner mon propos. Donc, partie 1, la catégorisation notionnelle. Alors, la catégorie notionnelle, ce sera pour nous le concept, la classe abstraite, qui nous permet donc de regrouper, d'organiser les éléments partageant des caractéristiques communes. La catégorie permet donc ici de hiérarchiser, d'ordonner, de comparer, etc. et par là même aussi de simplifier la réalité. Alors, appliquer cette démarche à l'énergie renouvelable en mer implique par conséquent de trouver le bon concept, d'identifier la bonne notion qui va permettre de rassembler et donc de rendre compte, de saisir le phénomène qu'il s'agit ici de décrire. Alors, sur le plan épistémologique, il y a donc la recherche de quoi? Des points communs, des éléments partagés entre les différentes filières d'énergie renouvelable en mer. Alors, il s'agit ici non pas d'aller chercher le plus grand dénominateur commun, le plus grand dénominateur commun, c'est le fait que les sources d'énergie sont toutes renouvelables. Donc ça, on l'a déjà dit, c'est un acquis. C'est en réalité le plus petit dénominateur commun au sens de des mathématiques, comme on nous l'enseigne quand on est à l'école primaire. Et ici, qu'est-ce qui va les réunir de façon la plus étroite? Alors, deux approches apparaissent possibles, soit
c'est le caractère marin des énergies qu'on va essayer d'évoquer et de caractériser, soit c'est une localisation en mer qui permettrait donc de donner naissance à une catégorie. Première hypothèse, les énergies donc renouvelables seraient donc les énergies marines renouvelables, avec donc même un acronyme qui est parfois utilisé en France en tout cas, les EMR, comme on a l'habitude parfois donc de les appeler. Alors le qualificatif marine, pourquoi pas? Pas de surprise. Pourquoi? Parce que c'est le champ lexical de la mer, il a donc toute sa place ici, et le droit, on le sait, utilise ce champ lexical. Le droit parle de milieu marin, le droit parle d'espace maritime, etc., notamment dans le droit de l'Union européenne. Ce qualificatif, en plus, il est fréquemment utilisé. Alors, on le retrouve, vous me pardonnerez pour cette vignette qui est un peu difficile probablement à lire parce qu'elle est assez chargée. On retrouve donc cette expression dans la doctrine juridique, doctrine non juridique. J'ai cité notamment l'ouvrage de Gaël avec donc le concept d'énergie marine. On trouve aussi l'expression dans la soft law. Donc j'ai cité un rapport de la Cour des comptes. On trouve aussi cela dans des rapports ministériels. Et on trouve aussi l'expression dans le droit positif, y compris dans le droit positif, et je vais y revenir. Donc dans la fameuse définition des ENR, il y a notamment la mention donc dans la liste l'énergie marine renouvelable, donc le droit européen, la directive RED 1 comme la directive RED 2 qui elle utilise le pluriel. Donc le pluriel, il y aurait manifestement plusieurs filières. Le droit national n'est pas en reste. Je cite notamment une loi de 2016 qui a mis en place un régime assurantiel pour les installations d'énergie marine renouvelable accompagné d'un décret. Voilà, donc la notion, elle est là. Alors, elle dit certainement quelque chose. Je constate pour ma part, et c'est ce que je vais montrer maintenant, que cette façon d'embrasser donc ces énergies, c'est leur appliquer un critère fondé sur la source d'énergie. C'est un critère énergétique dont on essaiera de pointer cependant les limites. N'est pas sûr que cette appellation permette de circonscrire parfaitement la réalité qu'il convient donc d'embrasser. Alors, le critère énergétique, et donc ici le critère principal qui est ici utilisé. Alors pourquoi? Pour le comprendre, il faut revenir à l'approche définitoire, à la définition qui est donnée aux ENR par le droit, et cette définition, comme je l'ai dit, c'est le droit de l'Union européenne qui est le premier à l'avoir imposé, en tout cas en Europe. Alors la définition européenne, il y a deux parties. Il y a une définition, une approche abstraite. Donc on nous dit que l'énergie renouvelable, c'est une énergie issue de sources d'énergie non fossiles et renouvelables. Je ne vais pas vous rappeler ce que sont les sources d'énergie non fossiles et renouvelables. Je pense que tout le monde le sait. Et puis on a toujours, dans toutes les directives, c'est comme ça, une liste close, fermée, des sources d'énergie renouvelables, donc qui peut être réactualisée au fil des directives, mais qui est toujours une liste exhaustive à la date à laquelle la liste est établie. Alors, cette approche définitoire, on la retrouve aussi lorsque donc les mêmes textes, les mêmes directives ou encore le droit français vont définir les énergies marines au pluriel ou l'énergie marine au singulier. Alors, les énergies marines au pluriel, c'est en particulier dans RED 2, la directive de 2018, où on a donc le pluriel qui est pour la première fois utilisé et de la façon suivante. Donc, on nous dit que sont des énergies renouvelables, une énergie notamment produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie marémotrice ou l'eau motrice et d'autres énergies marines. Donc, à chacun de se faire je dirais, la liste complémentaire, suivant donc ce qui est ici un peu allusif en quelque sorte. On a exactement la même formulation dans le texte français. Alors, cette façon de dire les choses est à mon sens très signifiante. Elle invite à raisonner par induction, faire un raisonnement par induction, c'est-à-dire à chercher les caractéristiques communes aux deux énergies qui sont dans la liste, marémotrice et houlomotrice, pour voir celles qui seraient comparables, celles qui pourraient donc rentrer dans les autres énergies marines. Alors, à mon sens, le point commun entre ces deux sources d'énergie, au-delà d'être renouvelables évidemment, c'est le fait d'utiliser une propriété énergétique de l'eau. Donc, c'est cela le point commun, ce qui veut dire que une énergie marine est une énergie qui utilise donc une des propriétés énergétiques présentes dans l'eau des mers et des océans. Très bien, on peut confirmer cela par le fait que dans la liste, et là ça n'apparaît pas, l'énergie éolienne est séparée.
Et donc l'énergie éolienne n'est pas séparée dans la liste selon qu'elle est exploitée en mer ou à terre. Non, on nous dit l'énergie éolienne. Donc ça veut dire que ça couvre à la fois la filière en mer et la filière à terre. Ce qui veut donc dire que les énergies marines, ce sont des énergies qui se rattachent aux propriétés, donc je le répète, énergétiques de l'eau. Alors, ceci, me semble-t-il, ne permet pas de couvrir donc, ce que l'on veut, le phénomène global et assez extensif que l'on veut embrasser. Alors, il y a notamment donc, des limites matérielles avec une double exclusion. L'éolien en mer n'est donc pas manifestement ici dans la catégorie des énergies marines. Et puis on peut aussi citer l'énergie qui est la géothermie des fonds marins. Alors, on commence en France, dans les territoires d'outre-mer, pas encore tellement développé, je ne sais pas si dans d'autres pays ça l'est davantage, mais en tout cas c'est une filière qui est répertoriée. Donc on voit ici aussi, c'est assez intéressant de constater que le droit, lorsque il construit sa propre liste de sources d'énergie renouvelables, il se focalise donc sur la nature des sources d'énergie, force cinétique du vent, énergie éolienne, énergie solaire, etc., et pas sur la localisation des installations qui vont permettre cette exploitation. Alors, la double exclusion, je l'ai pointée. Il y aurait toutefois une façon de s'en tirer ici, c'est de donner aux critères énergétiques, donc aux critères énergie marine, une dimension spatiale. Et donc là, vous avez donc ce que je pointe ici, ce que l'on a dans le Code des assurances, où effectivement on nous parle des installations marines renouvelables, sauf que dans ce texte, eh bien, l'énergie éolienne, les parcs éoliens en mer sont visés. Donc, vous voyez ici les paradoxes, les contradictions que l'on peut signaler, pointer dans les textes. Alors, l'autre proposition que je peux faire pour catégoriser les choses, c'est d'utiliser l'expression, le syntagme énergie renouvelable en mer, et on va voir si ce syntagme est peut-être plus convaincant. Alors, même chose, pour moi, c'est tout à fait cohérent de parler ainsi, d'utiliser donc cette locution adverbiale, et a fortiori parce que là encore, le droit lui-même utilise ces expressions. Donc, j'ai cité certains textes, donc par exemple le décret de 2016 sur les ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer, un autre décret de 2003, même chose, les installations de production d'énergie renouvelable en mer, donc c'est les intitulés mêmes. Ici, on a aussi des textes qui, dans leur contenu, et notamment des textes assez récents, même chose, donc visent des installations de production d'énergie renouvelable en mer. Donc, voilà pour un certain nombre de textes, des décrets, des lois que j'ai ici essayé de répertorier. Alors ici, la différence avec la précédente catégorie, c'est que le critère qui est utilisé, c'est un critère spatial. La locution adverbiale en mer, c'est une locution adverbiale de lieu. Donc on va chercher quoi? Des installations localisées dans l'espace marin. Alors des installations, ça pourrait être aussi des sources d'énergie renouvelable. Il y a deux options en réalité, soit ce sont les énergies qui sont en mer, soit ce sont les installations qui sont en mer. Et ça ne donne pas le même résultat dans la classification que l'on obtient. Si vous considérez que ce sont les sources d'énergie renouvelable qui sont en mer, eh bien c'est un critère qui devient très inclusif, puisque ce sont les énergies marines qui sont en mer, liées donc aux propriétés de l'eau. En revanche, cela ne va pas permettre d'inclure des énergies, ça va permettre aussi d'inclure, ça ne va pas permettre, d'inclure l'éolien, qui lui n'est pas une énergie en mer, en tout cas liée à sa présence dans les eaux de la mer. Donc ce critère, il peut conduire à cela. Si je l'inclus, pardon, j'ai dit une bêtise. En fait, ici j'inclus l'éolien en mer tout de même. En revanche, quand ce sont les installations de production, je vais encore avoir quelque chose de plus inclusif. Je vais aussi avoir les énergies marines, la géothermie des fonds marins, la force cinétique du vent. Et en revanche, ici, j'ai un critère qui devient distinctif, en ce sens que pour la filière éolienne, eh bien, je vais séparer la filière éolienne en mer et la filière éolienne terrestre. Voilà, donc on a ici des séparations qui se font, mais qui ne correspondent pas à la façon dont le droit présente les sources d'énergie renouvelable, comme je l'ai déjà dit. Alors, les limites de la notion, donc c'est un petit peu ce que j'expliquais il y a quelques instants, c'est que le critère spatial, il est pertinent, il est logique, cohérent, mais on peut quand même l'interroger, le questionner, parce qu'il n'est pas toujours celui que le droit retient. Donc, deux observations pour en souligner les limites. Première observation, donc le droit ignore
ce critère spatial, et notamment lorsque le droit donc traite de l'éolien. Vous voyez, l'éolien en mer ou à terre, dans la liste, il n'y a pas de séparation qui est faite. Logiquement, je pense que le droit, lorsqu'il va faire cette séparation, c'est lorsque la séparation va faire sens, a du sens, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, c'est le cas où il n'y aura pas de séparation, dans certains cas, je pense à la filière éolienne, sur les sujets de démantèlement des parcs éoliens, où les règles sont les mêmes, pour le coup, lorsque l'exploitation a lieu en mer ou à terre. Donc là, on va retrouver une unité, mais finalement, donc on voit bien que le droit ne sépare pas, ignore donc le critère spatial. Et puis on a aussi cette deuxième remarque, le droit qui va transcender la distinction, c'est-à-dire qu'il va consacrer des régimes juridiques pour les énergies renouvelables en mer, sauf que ce ne sont pas des régimes juridiques qui sont spécifiques aux énergies renouvelables en mer. En réalité, ce sont des régimes juridiques relatifs à l'implantation de ces installations, et notamment celles-là, sur les différentes catégories d'espaces maritimes. Et donc, je pense ici tout simplement au droit des espaces maritimes, la Convention nationale de Montego Bay, les textes nationaux également, qui sont des textes qui ont vocation à régir toutes les activités qui sont exercées en mer, sans se limiter à celles liées aux énergies renouvelables. Donc, il est difficile de dire à partir de là que le droit a construit un régime juridique pour les énergies renouvelables en mer. On arrive à cette conclusion au terme de cette première partie. Je suis toujours bon au niveau du temps, c'est bon. Donc, deuxième partie, avec déjà toutes les réserves que j'ai pu émettre sur l'existence d'une catégorie, je vais quand même essayer de voir si autour de ces catégories un peu vagues, un peu floues, on a quelque chose qui pourrait ressembler à un ou des régimes catégoriels. Donc c'est l'autre grande question que soulève mon analyse. Y a-t-il un ou des régimes juridiques qui viendraient enchasser l'ensemble du phénomène des énergies renouvelables exploitées en mer? Alors la tendance, c'est quand même plutôt ça. En effet, c'est la tendance donc à l'unité ou l'unification catégorielle, mais qui n'exclut pas, et comme on le verra donc dans un grand B, des spécificités sectorielles. Alors, l'unité catégorielle, c'est quand même la grande tendance et elle est relativement récente. Donc, c'est l'unification du régime juridique applicable à la production d'énergie renouvelable en mer. C'est à partir en général de ce vocable que cela va être fait. C'est tout à fait notable en droit français sur deux items. Le régime contentieux d'une part et le régime des autorisations administratives d'autre part. Je vais commencer par le régime contentieux, en rappelant d'abord que le droit des énergies renouvelables de façon générale est lui aussi beaucoup travaillé par l'enjeu de la simplification du droit, et le droit des énergies renouvelables en mer n'y échappe pas. Alors, là, sur le plan contentieux, sous cet angle-là, la logique, la démarche de modifier les règles, c'est une logique qui vise à centraliser le contentieux, centraliser la compétence juridictionnelle en premier et dernier ressort pour éviter la dispersion et surtout des procédures qui s'éternisent. Alors, on a ainsi deux séquences en droit français, c'est récent. Première séquence, ça s'est fait en 2016. Il s'est agi, dans un premier temps, donc de confier à la Cour administrative d'appel de Nantes l'ensemble du contentieux en premier ressort et dernier ressort relatif aux décisions sur la production et le transport d'énergie renouvelable en mer. Voilà, donc première démarche en France. Cette démarche a été modifiée quelques années après, la loi ASAP, loi de simplification, en 2020, qui transfère la même compétence au Conseil d'État cette fois, donc centralisation du contentieux auprès du Conseil d'État. La liste des décisions concernées par la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort a été fixée par un décret complémentaire. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que le Conseil d'État, donc désormais le juge ici unique de ces contentieux, a une approche tout à fait compréhensive des décisions qui sont concernées. Et donc, je vous ai cité deux arrêts. Un arrêt de 2003 dans lequel il s'est reconnu compétent pour examiner un recours contre la décision
d'un maître d'ouvrage de poursuivre un projet. Cette décision ne fait pas partie de la liste du décret. Et même chose en 2024, la décision d'un préfet refusant d'enjoindre à un exploitant de parc éolien en mer de solliciter une dérogation à ce qu'on appelle l'interdiction de destruction des espèces protégées, qui est un des grands sujets actuellement en matière notamment d'ENR. Alors, interprétation constructive, compréhensive, mais néanmoins interprétation aussi littérale des textes que fait ici le Conseil d'État, puisqu'il n'admet sa compétence, donc je juge le premier et dernier ressort, que pour les décisions sur les énergies renouvelables en mer. Et on a un arrêt de 2024 intéressant où il s'est déclaré donc incompétent sur des décisions relatives à l'interconnexion électrique France-Espagne par le golfe de Gascogne. On est bien sur un sujet d'ouvrage énergétique, mais il ne s'agit plus d'énergie renouvelable en mer. Donc, il n'y a plus ici la compétence du Conseil d'État. Je ne sais plus si j'ai avancé, si j'ai reculé. Deuxième espace dans lequel, enfin deuxième territoire ou terrain dans lequel on va retrouver une homogénéisation, une unification du droit applicable aux énergies renouvelables exploitées en mer, c'est les régimes d'autorisation administrative. Alors là, c'est aussi très intéressant, avec toujours la même dialectique, soit c'est le critère spatial, comme on va le voir, soit c'est le critère de la nature juridique qui va déterminer ce régime juridique commun. Alors là, on a une gradation, plusieurs possibilités. Donc, sur le critère spatial en tout cas. Soit ce critère va jouer indifféremment de l'espace maritime occupé, c'est-à-dire la même règle, quel que soit l'espace maritime occupé, et donc au prétexte que c'est de l'énergie renouvelable en mer, des exploitations en tout cas en mer. Donc on a ici un décret de 2023 qui a notamment fixé la durée dérogatoire du droit commun de 50 ans pour l'occupation à la fois du domaine public, de la ZEE et du plateau continental de tous ces ouvrages. On a aussi un régime commun, alors il va être moins commun, vous allez le voir, puisque cette fois, c'est sur certains espaces maritimes seulement que la règle va être uniformisée. Alors, on a ainsi le décret de 2000, si j'arrive bien à lire, 2013, voilà, qui adapte le droit aux enjeux transversaux de l'occupation par les ouvrages de production d'énergie renouvelable du plateau continental et de la zone économique exclusive. Donc, sur ces deux espaces, des règles communes, notamment en matière d'autorisation, de garantie financière, etc. Et on a la même logique, c'est la loi APER, la loi accélération de la production d'énergie renouvelable en 2023, qui également consacre des règles communes pour ce qu'on appelle les projets mixtes, c'est-à-dire situés pour partie en ZEE et pour partie sur la mer territoriale. Donc, même chose, des règles communes. Et puis, on a aussi, troisième variation, le droit qui va consacrer une règle commune à tous les ouvrages d'énergie renouvelable en mer, mais qui relève d'un seul espace d'implantation. Et donc là, c'est l'article 58 de la loi ESSOC de 2018. C'est la gratuité, le principe de gratuité de l'occupation du domaine public maritime, donc mais exclusivement sur ces secteurs d'exploitation. On a un autre exemple également dans une loi récente de 2025 avec un régime juridique identique aussi en ZEE et quels que soient donc les ouvrages, la filière concernée. Le critère de la nature de la source d'énergie renouvelable aussi peut être utilisé, c'est un peu moins courant, pour unifier donc le régime juridique. Et là, donc c'est quelque chose qui est aussi qui est intéressant. C'est donc dans la loi de transition énergétique de 2015 qu'on a cette démarche qui a été mise en œuvre, qui a consisté à modifier la loi de 1919 relative à l'utilisation d'énergie hydraulique. Dans cette loi de 1919, très vieux texte, premier grand texte en fait sur l'énergie renouvelable en France. Mais à l'époque, on ne savait pas que cette catégorie existait. Alors, on nous parlait donc à l'époque de l'énergie, nul ne peut disposer de l'énergie des marais, des lacs et des cours d'eau. Donc l'énergie des marais figurait dans ce texte avec un régime d'autorisation particulier. Or, la loi de 2015, la transition énergétique, habilitait le gouvernement à faire quoi? À exclure l'énergie
des installations utilisant l'énergie des courants marins de ce régime général de l'hydroélectricité. Et c'est ce qui a été fait donc par une ordonnance de 2016. Donc extraction de l'énergie hydrolienne, hein, c'est l'énergie ici des courants marins, ce sont les hydroliennes, du droit de l'électricité, ce qui veut dire que ici ce régime juridique va être en fait le régime juridique applicable, celui des énergies renouvelables en mer et non pas celui de l'hydroélectricité. Alors avec un avantage ici, c'est que pour l'énergie hydrolienne, ça évite aussi une surréglementation, c'est-à-dire d'appliquer à la fois le régime de l'hydroélectricité plus le régime des énergies renouvelables en mer, hein, ce qui équivaut à des couches normatives sans doute un peu trop présentes. Dernier point, alors c'est de voir donc, vous voyez, la tendance à la catégorisation sur le plan du régime juridique, oui, elle est là, mais ce qui n'enlève pas donc toutefois le constat de la persistance, de la survivance de spécificités sectorielles, avec deux approches possibles, me semble-t-il. La première, je peux la tester. La deuxième, alors je suis un petit peu peut-être dans la prospective, je crois qu'elle n'est pas encore réalisée, sauf erreur de ma part. La première, c'est ce que j'appelle la sectorisation. Donc, c'est au sein de la catégorie qu'on a réussi plus ou moins bien à identifier, les énergies renouvelables en mer, eh bien, on distinguerait certains secteurs. J'ai presque fini, Chiara. Donc, certains secteurs, donc sur le plan du régime juridique applicable. Alors, oui, tel est le cas, et de façon topique. Donc, 3 exemples pour l'éolien offshore, qui a ses propres règles, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais notamment en matière de planification, qui est un sujet que Nicolas connaît mieux que moi. Il fait partie, donc, dans le cadre des documents stratégiques de façade, on dit il faut faire des zones, mais pour les éoliennes en mer, hein, pas pour les autres ouvrages d'énergie en mer. Pour l'énergie marémotrice aussi, donc deuxième illustration, et là je reviens à la fameuse ordonnance qui a modifié la loi de transition énergétique en 2016, puisqu'ici on a en revanche donc on a extrait les hydroliennes du régime de l'hydroélectricité, mais en revanche, l'énergie marémotrice est toujours à part, est toujours donc dans ce régime juridique séparé, donc on lui applique le droit de l'hydroélectricité. Et puis la géothermie des fonds marins, qui est un régime juridique qui commence à peine à se construire en France, eh bien nous avons un décret de 2025 qui établit aussi des règles particulières pour la délivrance de ce qu'on appelle les permis exclusifs de recherche, et ça se fait donc dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, donc, et quel que soit le terrain, hein, comme je l'avais dit, que ce soit le terrain, l'espace, c'est-à-dire en ZEE, plateau continental ou domaine public. Deuxième hypothèse, c'est un peu de la fiction ici, parce que je n'ai pas trouvé d'exemple, pardon, je vais trop vite, c'est la sectorialisation, et donc j'évoque une absence en fait de sectorialisation. Ce serait une démarche comparable à la précédente, mais c'est le fait donc de proposer une régime juridique commune, parce qu'il y a exploitation en mer d'énergie renouvelable, mais pas pour l'ensemble des filières concernées, mais au moins pour 2 d'entre elles, en considérant qu'il y en a 2 ou plus de 2, hein, quelques-unes qui ont des éléments, des enjeux partagés. Alors, cette démarche, je n'en trouve pas trace, et c'est plutôt même un paradoxe et que je présente. En matière fiscale, il y a donc cette fameuse imposition forfaitaire sur les énergies de réseau, l'IFER en France, donc qui est prévue par le Code général des impôts, qui n'est pas applicable à l'éolien offshore, mais qui est applicable aux ouvrages hydroliens. Alors, d'un côté, on dit l'hydrolien, ça va avec les énergies renouvelables en mer, on réunit, et puis là, on sépare sur le plan fiscal. Vous voyez, donc, une espèce de tâtonnement, comme si le droit ne savait pas trop dans quelle case on met les choses, on met les filières, on met les secteurs, etc. Donc, je conclue très rapidement. Premier constat, bon, la production d'énergie renouvelable en mer se love dans le droit, ça je l'ai dit. Dans ces catégories, bon, oui, dans toutes les catégories générales du droit, évidemment. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des biens, des personnes physiques, des personnes morales? Elle se love aussi dans les catégories qui sont propres à l'espace maritime, on l'a vu ici, hein, on parle de production en mer territoriale, en ZEE, en domaine public, etc. En revanche,
je constate que ce phénomène, ces activités obligent à repenser les catégories du droit, en tout cas soumet le droit à une épreuve exigeante, c'est-à-dire à créer pour ces activités peut-être une ou des nouvelles catégories juridiques et à y associer soit des règles catégorielles, soit des règles sectorielles, qui seraient donc en quelque sorte un droit sur mesure pour le phénomène dont il s'agit. Voilà, j'ai dû déborder. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement stimulante. Il y avait plein de choses différentes.